Avant de présenter l'ouvrage et ses principaux enjeux et objectifs, je vais commencer par introduire l'auteur et je laisserai ensuite la parole à Gilles Griveau, professeur d'histoire médiévale à l'Université de Rouen-Normandie, puis à Michalis Olympios, Associate Professor in the History of Western Art à l'Université de Chypre. Je reprendrai ensuite la parole, puis nous achèverons le webinaire par une discussion commune à laquelle seront conviées les personnes connectées. Alors, Thomas Kaffenberger est docteur en histoire de l'art et archéologie. Il a soutenu sa thèse de doctorat en 2016 à l'université Johannes Gutenberg de Mayence et au King's College de Londres. Financé par la fondation Konrad Adenauer et soutenu par plusieurs institutions, dont le Debarton Oaks, cette recherche a été publiée en 2020 chez Reichert Verlag dans la collection Scrinium Friburgens. Entre 2011 et 2013, Thomas Kaffenberger a enseigné aux universités de Mayence et d'Heidelberg. Entre 2015 et 2021, il a occupé le poste d'assistant docteur auprès de la chaire d'histoire de l'art médiéval de l'université de Fribourg. Et il est actuellement senior researcher au Fonds national suisse. Thomas Kaffenberger s'intéresse, entre autres, aux transferts culturels et artistiques dans l'architecture médiévale de la Méditerranée orientale et du Caucase. L'auteur a participé à de nombreux colloques et journées d'études et il est aussi l'auteur de plusieurs articles et le coéditeur de plusieurs monographies. Alors, parmi ses dernières publications, je mentionnerai l'ouvrage coédité avec Michele Bacci et Manuela Studer, Cultural Interactions in Medieval Georgia, publié en 2018 chez Reichert Verlag, ainsi que l'article coécrit avec Manuela Studer, Michael Walsh et Werner Matthias Schmidt, Hidden Mediterranean History Histories, The Church of the Panayiotou-Potamu in Kazafani, Cyprus. Un article a été publié l'année dernière dans le Journal of Eastern Mediterranean Archaeology and Heritage Studies. Alors, l'ouvrage qui nous réunit ce soir, Tradition and Identity, The Architecture of Greek Churches in Cyprus, s'intéresse, comme son titre l'indique, à l'architecture des églises grecques de Chypre entre le XIVe et le XVIe siècle, une période comprise entre le temps des croisades et le début de l'époque moderne, durant laquelle l'île de Chypre, ancienne province de l'Empire byzantin, devenue un royaume indépendant, gouverné par la dynastie franque des Lusignan, est intégrée à l'Empire colonial de Venise, avant d'être finalement conquise par les Ottomans. L'analyse se base sur un corpus exhaustif qui réunit pour la première fois les églises de rite grec construites ou profondément modifiées entre environ 1300 et 1571. L'enquête révèle l'importance de ces quelques 300 monuments pour l'histoire culturelle et sociale de Chypre franque et vénitienne. Alors, ces derniers monuments étaient restés jusqu'alors dans l'ombre des prestigieux édifices gothiques construits majoritairement à Nicosie et Famagouste pour l'élite franque et les nombreux ordres monastiques latins. Le matériel rassemblé dans le second volume et analysé dans le premier comprend des églises célèbres, telles la cathédrale Saint-Georges des Grecs à Famagouste, mais aussi, et en majorité, des édifices ignorés jusque-là dans l'historiographie, parfois inédits, qui sont disséminés dans les campagnes chypriotes. Alors, les deux volumes sont très richement illustrés avec des photographies, des plans et des coupes d'excellente qualité. Alors, je commencerai par présenter le second volume qui rassemble le matériel de l'étude. Il s'agit d'un catalogue exhaustif dressé avec rigueur et présenté avec un très grand soin. Il comprend plus de 300 entrées, 261 églises conservées en élévation ou bien documentées et 65 églises disparues entre le 19e et le 20e siècle. À ces deux listes s'ajoute une troisième, comprenant 60 églises anciennes, mais impossibles à dater. 5 documents détachables viennent enrichir le catalogue, une carte de Chypre indiquant l'emplacement des églises du corpus, une carte de Famagouste et une carte de Nicosie, localisant leurs monuments d'époque franque et vénitienne, parmi lesquels on trouve les églises du corpus, des plans et des coupes de plusieurs églises servant à faciliter leur comparaison, et un plan et une coupe longitudinale de la cathédrale Saint-Georges des Grecs à Famagouste. Chaque entrée du catalogue comprend 4 rubriques distinctes, renseignées de manière méthodique. Le lecteur trouvera en premier une description succincte de l'emplacement de l'édifice, de sa typologie, de ses fenêtres, de ses portes et de sa voûte.
puis les sources textuelles et iconographiques relatives à l'édifice, ensuite une datation de ces différentes phases de construction et d'embellissement, une description de son décor peint, une bibliographie raisonnée et la référence bibliographique dans laquelle on trouvera son plan et où sa coupe, et enfin une description détaillée. L'auteur va jusqu'à préciser les points GPS de chaque église, et ce détail révèle son intérêt d'inscrire les monuments dans l'espace et témoigne peut-être aussi des difficultés rencontrées lors de ces terrains dans les campagnes chypriotes. En effet, dans les anciens guides, comme ceux de George Jeffery et Rupert Gunnis, la localisation des églises rurales était très minimaliste. On évoquait des églises en dehors du village, près de la rivière ou encore sur la route menant au cimetière. Ce géoréférencement systématique effectué par l'auteur sera très apprécié par la communauté scientifique. De manière générale, le corpus qu'il a rassemblé constitue une mine d'informations qui, comme il le note lui-même, servira d'outil pour de futures recherches. Au-delà des nombreuses entrées du catalogue, les photographies et dessins anciens représentent une source documentaire très largement exploitée dans cet ouvrage. L'auteur a su tirer profit de nombreuses archives dispersées dans des institutions à Chypre, en Angleterre, en France et en Allemagne. Parmi ces documents archivistiques, on mentionnera les deux premières figures du premier volume, d'anciennes cartes postales de Famagouste, issues de la collection personnelle de l'auteur, qui révèlent non seulement un goût personnel pour les documents anciens, mais aussi un travail de recherche qui ne se limite pas aux observations de terrain. Les enquêtes de Thomas Kaffenberger dans les archives photographiques s'inscrivent dans la lignée de celles entreprises il y a plusieurs années maintenant de Jean-Bernard Devèvre. Elles soulignent un peu plus que les archives constituent des documents incontournables pour les archéologues et les historiens de l'art qui travaillent sur le matériel chypriote. Alors, si le catalogue est une condition préalable à l'enquête, ce n'est pas le seul but de l'auteur qui s'efforce de contextualiser et d'interpréter les églises répertoriées. Cette analyse très fine fait l'objet du premier volume. Le raisonnement est développé en 7 grandes parties, précédé d'une longue introduction et suivi d'une conclusion plus courte, mais qui résume parfaitement le propos. L'ouvrage se clôt par une bibliographie très complète de 50 pages, avec plusieurs références très peu citées dans l'historiographie, mais qui s'avèrent importantes. On regrettera l'absence d'un index dans le premier volume, mais la liste classée par ordre alphabétique des églises du corpus dans le second volume pallie ce manque. Alors, pour écrire une histoire de l'architecture religieuse de rite grec à Chypre entre le XIVe et le XVIe siècle, l'auteur rappelle les grandes tendances architecturales qui prévalent avant et au lendemain de l'arrivée des Francs en 1191. Ce bilan était nécessaire étant donné le caractère largement rétrospectif des églises construites aux époques franques et vénitiennes. Puis l'auteur confronte son matériel à deux notions étroitement liées, la tradition et l'identité, qui sont aussi deux concepts riches de sens pour quiconque travaille sur l'histoire sociale et culturelle de Chypre. Cette approche lui permet de répondre à 4 objectifs qu'il s'est fixés, 4 principaux objectifs. 1, évaluer l'importance des éléments traditionnels et de ceux qui s'en démarquent dans l'architecture. 2, expliquer les enjeux de cette continuité et de ces ruptures. Et enfin, identifier le rôle et les identités des acteurs de ces travaux de construction ou d'embellissement. Comme toute étude récente consacrée à l'histoire culturelle des croisades, et plus particulièrement à celle de Chypre latine, l'enjeu premier de cet ouvrage était de remettre en question les jugements de valeur et les concepts hérités des idéologies nationales qui entachent l'historiographie depuis ses origines, c'est-à-dire depuis les années 1890. Dans l'introduction, l'auteur s'attache à déconstruire l'idée selon laquelle les églises grecques de Chypre sont d'une qualité artistique inférieure. Cette appréciation avait été formulée par des historiens de l'art habitués à classer les monuments dans des catégories taxonomiques classiques. Lorsque ce raisonnement est confronté à un édifice qui n'est pas purement byzantin, roman, gothique ou renaissant, il engendre des qualificatifs peu flatteurs. Par exemple, dans son ouvrage fondamental consacré à l'architecture médiévale de Chypre, Camille Enlard évoquait des monuments bizarres, étranges, voire détestables. Or, les deux caractéristiques principales des églises de Chypre, c'est précisément leur nature métissée et leur adoption de modèles élaborés à différentes époques.
Thomas Kaffenberger commence donc par déconstruire le concept d'architecture franco-byzantine. Ce terme, qui avait été introduit dans les études chypriotes par Georgios Sotiriou dans son volume Ta Byzantina Minimiatis Kyprou, paru à titre posthume en 1935, puis défini plus tard par Athanasios Papageorgiou dans les années 80, avait servi jusqu'ici à caractériser les églises orthodoxes construites après la conquête franque et montrant des affinités stylistiques avec les monuments latins de Chypre des XIIIe et XIVe siècles. L'auteur souligne le caractère imprécis et problématique du terme franco-byzantin. D'une part, ce terme regroupe des édifices très différents au niveau de leur plan, de leur dimension, de leur technique de construction et de leur datation. Et d'autre part, il suppose un mélange de deux styles opposés, miroir d'une société bipolaire dans laquelle les Francs et les Byzantins se feraient face. Dans ce schéma, le style franc, avec ses innovations gothiques importées par les élites latines, s'oppose au style byzantin local, témoin de la survivance de la tradition orthodoxe dans l'ancienne province de l'Empire byzantin. Par ailleurs, le concept ignore l'apport des États latins de Syrie-Palestine à l'architecture chypriote et le rôle joué par les différents chrétiens d'Orient installés sur l'île. Alors, le questionnement des termes et des concepts pour caractériser les productions artistiques de Chypre est au cœur des préoccupations de la recherche actuelle. Dans le domaine de la peinture, par exemple, on évoquera le débat autour du terme Maniera Cypria, forgé en 1985-86 par Doula Mouriki, questionné par Dimitra Kotula et Anne-Marie Welkar dans les années 2000, et vivement critiqué plus récemment, par exemple, par Michele Bacci. Comme le mentionne Thomas Kaffenberger, le concept de style franco-byzantin est également employé pour qualifier un groupe d'icônes de la moitié du XIIIe siècle, conservées au Sinaï et montrant des échanges évidents entre les arts de Byzance et d'Occitan. Ce terme, auquel est associé le non moins controversé style croisé, Crusader Style, occulte les apports des chrétientés d'Orient sans évoquer ceux des arts de l'islam à cette production artistique. En déconstruisant le concept d'architecture franco-byzantine et en refusant d'employer les mots influence et hybride, deux termes largement critiqués par les historiens de l'art depuis quelques années, l'auteur s'inscrit pleinement dans la dynamique de la recherche. Mais ce dernier innove en développant une approche méthodologique permettant enfin de contextualiser et d'interpréter pleinement les églises chypriotes. Au lieu de classer ces dernières dans une catégorie générale et abstraite, il propose de mener une enquête sur chaque monument. Ce refus de la généralisation et l'importance de la singularité des monuments reviennent de façon constante tout au long de l'ouvrage. S'il fait ressortir les grandes tendances de l'architecture de rite grec à Chypre, l'auteur souligne aussi les particularités de chaque édifice qui s'inscrit dans un contexte géographique et socio-historique qui lui est propre. Les études locales de l'auteur s'accompagnent d'une approche globale à plusieurs échelles spatiales, au niveau régional, au niveau insulaire et au niveau du bassin méditerranéen. Les comparaisons avec la Crète vénitienne et Rhodes hospitalière permettent d'identifier et de mesurer les éléments propres à l'architecture chypriote et ceux qui sont partagés dans l'espace méditerranéen. Cette ouverture sur d'autres territoires byzantins gouvernés par les Latins s'inscrit également dans une nouvelle dynamique de la recherche qui s'affranchit des histoires régionalistes et appréhende la francocratie dans sa globalité. En menant une enquête sur les spolias insérés dans les murs ou déposés à proximité des églises chypriotes, l'auteur apporte également de nouveaux éléments de réflexion à ce domaine de la recherche qui suscite depuis quelques années maintenant des travaux pluridisciplinaires et transpériodes. Thomas Kaffenberger pose aussi la question des carrières et des routes empruntées sur l'île par les artisans et les maçons qualifiés, un champ de recherche encore vierge en ce qui concerne Chypre médiévale. Par le rapprochement du contexte historico-artistique et d'analyse fine des églises, des analyses parfois diachroniques qui concernent la morphologie, le décor sculpté et les techniques de construction, l'ouvrage de Thomas Kaffenberger questionne les concepts complexes de tradition et d'identité sur fond de rencontres et d'échanges interculturels. Il propose une histoire magistrale de l'architecture religieuse à Chypre à la fin du Moyen-Âge, qui ne manquera pas de susciter l'intérêt des chercheurs travaillant sur l'histoire culturelle et sociale de l'île et plus largement sur celle de la Méditerranée orientale entre l'époque des croisades et celle de l'expansion de l'Empire ottoman. Alors, je vais donner maintenant la parole
à Gilles Griveaux, qui va nous livrer son point de vue sur l'ouvrage et poser quelques questions à l'auteur. Merci Geoffrey. Bon, tu as présenté ce formidable ouvrage de Thomas Kaffenberger qui est très impressionnant par la quantité déjà de matériel examiné. Je veux dire, bon, tu as cité près de 300 églises qui ont été observées, décrites, et puis surtout inventoriées dans ce catalogue dont tu as montré des extraits de manière très, très rigoureuse, hein, je veux dire, et on voit qu'il y a une méthode absolument extraordinaire, hein, qui permet évidemment ensuite d'avoir des résultats. Alors c'est un ouvrage d'architecture, je ne suis pas historien de l'architecture comme Michalis, je ne suis pas historien de l'art comme toi Geoffrey, je vais simplement avoir quelques remarques comme historien de la société et de la culture chypriote. Et surtout, ce qui m'a vraiment séduit dans ce formidable travail, c'est de voir que ce qui se présente a priori comme un ouvrage d'histoire de l'architecture grecque est en fait un ouvrage qui montre comment l'architecture est un miroir de la société grecque. En tout cas, c'est comme ça que j'ai interprété l'ouvrage. Alors, tu as fait référence déjà, Geoffrey, à la dimension épistémologique qui introduit la réflexion sur la tradition et l'identité. Et c'est vrai que c'est aussi un point tout à fait important qu'apporte cet ouvrage en nous montrant qu'il n'y a pas qu'une historiographie française à travers Camille Enlard ou une historiographie grecque à travers Soteriou. Il y a aussi une historiographie allemande de la question que j'ignorais complètement pour ma part. Hein. Et c'est vrai que j'ai très envie de lire maintenant ce travail de Zesselberg sur le monastère de Béla-Païs, parce qu'apparemment, il y a des remarques tout à fait passionnantes qui montrent qu'on peut déjà, au début du XXe siècle, fin du XIXe, début du XXe siècle, eh bien, avoir une position critique par rapport à Camille Enlard. Pas encore critique par rapport à Soteriou, évidemment, mais enfin, je pense que c'est tout à fait important d'avoir comme ça un point de vue intermédiaire, même si Soteriou, c'est quand même, comment dire, un hyper-nationaliste grec, hein, je veux dire, et quand il fait son travail de terrain à Chypre en 1931, il est précisément à Chypre en septembre-octobre, au moment de la révolte qu'on appelle Octobriana, c'est-à-dire qu'il va évidemment observer comment les Grecs se révoltent contre tout ce qui est occidental, anglais en particulier, et évidemment, Soteriou va avoir une position tout à fait hostile à Enlard, et c'est bien de montrer que, bon, il y avait des excès dans l'ouvrage de Soteriou, qui finalement ne parle pas beaucoup d'architecture, hein, il parle plus d'histoire de l'art que d'architecture, mais entre Enlard et Soteriou, bien voilà, on a une tradition épistémologique initiée par Zesselberg et aujourd'hui complétée par Thomas Kaffenberger, qui montre qu'il y avait peut-être d'autres concepts à développer, beaucoup moins rigoureux que ceux de l'art colonial gothique ou de la résistance grecque à travers un art, une architecture particulière. Alors ça, je trouve ça vraiment bien, quoi, parce que finalement, ça nous montre que nous, Français, on est resté très collés à la tradition initiée par Camille Enlard. Et Thomas dit clairement que, bon, en 2006, l'Académie des inscriptions et belles-lettres, eh bien, finalement, en publiant son gros volume sur l'art gothique à Chypre, eh bien, s'inscrit toujours dans cette tradition-là. Et finalement, en France, on a peut-être du mal à accepter des points de vue différents sur l'histoire de Chypre. Alors, il y a beaucoup de choses passionnantes dans l'ouvrage de Thomas Kaffenberger. Alors, c'est vrai que je ne vais pas discuter de forme architecturale. J'admets parfaitement les conclusions, mais c'est normal, je n'y connais rien. Hein, bon. Donc, j'admets parfaitement les conclusions et je trouve que c'est très intéressant parce que finalement,
vous montrer que la fluidité des repères esthétiques, et ça, je crois que c'est formidable. Et il y a un aspect qui m'a vraiment passionné, qui concerne la spatialisation des formes architecturales. Alors, vous montrez qu'il y a des traditions différentes à Nicosie et à Famagouste, et à Paphos aussi, hein, et qu'à partir de chacun de ces centres, il y a finalement eh bien, des... alors, vous n'aimez pas le terme influence, j'ai bien compris, il ne faut pas parler d'influence, on ne peut pas parler d'hybride non plus, j'ai bien compris, j'ai entendu, mais je pense quand même qu'il y a quelque part des jeux, des réseaux d'influence qui s'organisent à partir de Nicosie, à partir de Famagouste, à partir de Paphos, et ça, vous montrez très bien que eh bien, les régions autour de ces villes empruntent des modèles ou des formes aux monuments de la ville principale. Alors, cela montre qu'il y a une grande variété à l'intérieur de l'île. Et ça, je trouve aussi que c'est un enrichissement complet hein, par rapport à ce que l'on sait de l'histoire de l'art et de la société chypriote. Il y a une variété donc à l'intérieur de l'île. Il n'y a pas de développement stylistique linéaire, il n'y a pas de style franco-byzantin, ça on l'avait compris. Et c'est vrai que j'ai eu un problème en vous lisant à propos de l'exclusion du Troodos comme région qui finalement, eh bien, vous en faites un espèce de no man's land, hein. On ne sait pas ce qui s'y passe. Est-ce que les églises du Troodos ne reçoivent pas elles aussi, ou n'empruntent pas elles aussi aux autres, on va dire, écoles provinciales de Nicosie, de Paphos, de Famagouste? Qu'est-ce qui justifie à vos yeux le fait que eh bien, les églises du Troodos n'entrent pas dans votre catalogue? Parce que c'est vrai que, bon, personnellement, j'ai toujours été très, très intrigué par une église qui se trouve à Ascas, qui est l'église Saint-Jean-Baptiste, qui est pour moi une église extraordinaire par le fait qu'elle reproduit dans une région complètement isolée eh bien, des canons de la peinture renaissante ou on l'appellera comme on voudra, mais en tout cas, comment dans une petite église d'un village au milieu, dans une vallée du Troodos, peut-on avoir reçu une influence aussi nette hein, de la Renaissance italienne? Et c'est là vraiment que je me demande si le Troodos mérite d'être à l'écart, d'être tenu à l'écart des évolutions de l'architecture des autres régions. Est-ce que vous voulez répondre maintenant ou après, comme vous voulez? On ne vous entend pas. Le micro n'est pas... Oui. Non. Fait avant. C'est bon, oui, ça fonctionne. Maintenant, ça fonctionne? Oui. Ok, alors je ne sais pas qu'est-ce qui se passe là, mais maintenant on entend. C'est évidemment une question intéressante. Alors d'abord, c'était une raison pratique de ne pas rajouter autre 100 églises au corpus. Mais je crois quand même que on est dans une tradition tellement différente dans cette région avec les bâtiments en bois, surtout qui fonctionnent selon des principes tellement différents que les bâtiments en pierre, que ça, c'était un peu le point de départ, qu'il faudrait les étudier presque séparément pour après identifier les points de contact entre les deux traditions.
évidemment, on pourrait faire ça et j'ai ouvert mes photos de Ascas et c'est vrai que cette église aurait mérité d'être mentionnée dans le catalogue aussi parce que là, il y a un de ces points de contact, c'est une église à 3 nefs avec des arcades en pierre, avec des bon, colonnes, même si c'est un peu un simulacrum d'une colonne, des chapiteaux. Donc, ça, c'est vrai que qu'on aurait pu l'intégrer comme je l'ai fait avec Ada Capas, qui aussi a des éléments des églises en pierre, juste avec un toit style Troodos dessus. Alors là, c'est un peu vraiment un problème méthodologique. Où est-ce qu'on fait la ligne? Où je sais pas. Alors, moi, j'ai senti que je peux pas tirer beaucoup de ces églises en bois qui vivent vraiment du décor peint, surtout dans leur qualité pour la recherche, aussi pour les contextes culturels. Mais ouais, c'est vrai qu'il y a peut-être 2, 3 autres églises. Alors, Kalopanayotis peut-être mérite aussi d'être intégré. Là, je peux déjà dire que j'ai prévu de faire un addendum chaque quelques années au catalogue pour le maintenir un peu. Bon, il y a des autres églises qui apparaissent, pas des églises spectaculaires, mais on trouve par ici et par là des éléments de cette période. Alors, chaque 5 à 10 ans, je peux faire un petit rajout au catalogue et dans la première ronde, probablement, je vais rajouter ces 2, 3 églises sud Troodos. Mais je crois que pour une étude de toutes ces églises en bois, il faut vraiment avoir une étude séparée, beaucoup basée aussi sur les techniques, sur les questions d'où viennent ces techniques, ces technologies de construction en bois qui, ça tombe pas du ciel, mais pour moi, c'est pas tellement évident d'où viennent aussi les les ouvriers qui savent construire ces bâtiments. Donc là, on est vraiment dans une sphère un peu différente pour moi, mais oui. Non, mais je comprends bien que l'architecture de bois pose d'autres problèmes techniques que l'architecture de pierre. Cependant, c'est vrai que puisque votre idée principale, c'est de comprendre comment la tradition chypriote s'organise, se transmet, s'adapte, il me semble que les églises du Troodos font partie aussi de la tradition architecturale chypriote. Alors, peut-être limitée à la montagne du Troodos, mais enfin, malgré tout, dans beaucoup d'églises peintes du Troodos, on voit des influences, pas des influences, mais des emprunts à l'art gothique ou surtout à travers la peinture. Hein. Mais je ne crois pas qu'il y ait moi, personnellement, je ne pense pas qu'il y ait de régions qui soient fermées aux autres. Je pense qu'il y a vraiment des échanges à tous les niveaux, mais bon, c'est mon point de vue. Je pense que c'est vrai que j'étais un petit peu frustré de ne pas voir des églises du Troodos dans votre catalogue, mais je comprends en même temps que la masse de travail que ça représente. Hein, je veux dire, il y a un moment, il faut bien fixer des limites, et là, je comprends tout à fait votre point de vue. Alors, c'est vrai que vous posez la question de la tradition dans l'identité. Et là, je vous ai lu avec énormément d'intérêt, énormément de plaisir aussi, parce que je dirais que vous ouvrez des portes et qui correspondent à ce que l'on peut trouver en histoire culturelle. Alors, c'est vrai que tout ce que vous avez écrit sur cette
célèbre église de Saint-Épiphanios à Famagouste est passionnant. Hein, est passionnant parce que vous montrez comment cette église va focaliser en quelque sorte l'attention des architectes, des artistes, des commanditaires qu'on ne connaît pas, et comment elle va rayonner ensuite. Et c'est vrai que là, je me suis posé la question, vous posez souvent le problème de la rivalité entre grec et latin, que vous dépassez complètement, hein, vous n'y croyez pas beaucoup. Mais pour un culte comme Sainte Épiphane, il y a quand même des tentatives de la part des latins pour inclure ce culte dans le calendrier des saints de l'Église chypriote, dans le calendrier liturgique. Et ça, on l'a il me semble, des Eudes de Châteauroux, hein, dès 1248, qui parlent de Saint Barnabé, qui parlent de Saint Épiphane. Et est-ce qu'il n'y a pas quand même une réappropriation de Saint Épiphanios par les Grecs à un certain moment, puisque Saint Épiphane ne va jamais être un grand saint vénéré dans les églises latines de Chypre. Enfin, Michalis me corrigera si je me trompe, mais on n'a pas de traces réelles de culte de Saint Épiphane dans les églises latines, alors que la hiérarchie ecclésiastique le réclame, et c'est finalement les Grecs qui vont développer le culte à partir de Famagouste. Et là, je me demande s'il n'y a quand même pas une certaine rivalité qui intervient. Alors cette rivalité, je ne sais pas si elle correspond à une phase historique précise, mais c'est vrai que l'histoire des cultes à Chypre n'est pas encore très avancée finalement, hein, et ce serait peut-être un domaine qu'il faudrait développer pour compléter votre propre travail. Parce que vous ne croyez pas à l'initiative royale dans l'organisation, dans la détermination des orientations architecturales, ce que je peux croire, effectivement, on n'a pas beaucoup d'exemples de patronage des Lusignan dans les monuments de Chypre, un peu à Bélapaïs, un peu à Sainte-Sophie, mais on n'a pas beaucoup d'autres informations. Pourtant, je me permets de rappeler à quel point le règne d'Hugues IV, auquel vous faites souvent allusion, est un règne, à mon avis, décisif pour l'histoire des dévotions et des cultes à Chypre. Alors, vous vous rappelez que dans la chronique de Machiaras, il y a toute cette extraordinaire relation du miracle de la croix de Torquemada, hein, qui aboutit quand même à la fondation par la reine Alice et par sa mère d'un monastère qui va s'appeler Stavros Phaneromenos, à côté de Nicosie, où on va faire réaliser, enfin, où le patriarche d'Antioche, Ignace, fait réaliser une gigantesque croix avec 46 reliques à l'intérieur. Et on a là une adaptation des Lusignan aux cultes locaux qui me paraît tout à fait symptomatique, d'autant plus que l'événement se déroule en 1340. 1340 qui est l'année où il y a un concile qui réunit l'ensemble des églises de Chypre. Et là-dessus, je pense que l'étude de Chris Scheibel est tout à fait pertinente. Hein. On veut absolument arriver à un certain écuménisme à l'initiative du roi, c'est certain. Et il est clair, à mes yeux en tout cas, que Hugues IV prend des initiatives aussi parce qu'il a besoin d'un soutien pour s'affirmer roi de Jérusalem. Et ça, Michalis l'avait déjà signalé aussi à travers l'architecture. Et il y a une rivalité
entre les Anjou de Naples et les Lusignan à propos de la titulature sur la couronne de Jérusalem. Et de ce point de vue-là, je pense que Hugues IV est un souverain qui a une politique tout à fait efficace pour, eh bien, finalement, adopter les cultes chypriotes de manière à asseoir son autorité de manière assez large. Alors ça, je pense que c'est important de voir que Hugues IV a, enfin, à mes yeux en tout cas, complètement légitimé toutes les formes de dévotion grecque. Et ça, à mon avis, ça laisse une totale liberté justement aux architectes, maçons, commanditaires, je ne sais pas, mais pour, eh bien, finalement, emprunter où ils veulent leur modèle. Alors, c'est vrai que Hugues IV adopte les formes de la dévotion chypriote, mais il s'inscrit quand même dans une tradition, à mon avis, et c'est là que, bon, c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé votre travail sur la tradition architecturale fluide, parce que les traditions, c'est quelque chose qui a, c'est un ensemble de lois, d'usages, qui a à Chypre une très très grande histoire. Et tout simplement, je voudrais rappeler qu'en 1191, lorsque Richard Cœur de Lion s'empare de Nicosie, il y a, selon les chroniqueurs anglais de la Troisième Croisade, il y a un pacte qui est signé entre les archontes de Nicosie et le roi anglais, où les archontes demandent le maintien des traditions tassiniciennes. Et ces traditions, on les retrouve dans toute l'histoire du royaume des Lusignans. Les Grecs conservent leurs traditions, et je vous invite aussi à méditer le cas du manuscrit grec de Paris sur les lois grecques de Chypre, qui était donc un code qui servait au tribunal religieux de l'évêque de Paphos Arsinoé, donc à la fin du XIIIe, début du XIVe siècle, où on voit que la tradition, en fait, elle s'appuie sur la législation byzantine, et on trouve dans le manuscrit des portraits de Justinien et de Léon VI, et cette tradition byzantine n'est jamais, jamais, jamais remise en cause par les Francs, par les Latins, de manière plus générale. Et c'est vrai que cette tradition, on la retrouve jusqu'à l'époque vénitienne, et je m'arrêterai après, on la retrouve jusqu'à l'époque vénitienne, parce que, bon, j'ai un peu travaillé sur un personnage qui s'appelle Folio Bustron, qui était un notaire, et qui travaillait donc pour la Secrète, qui est l'organisme central de l'administration officielle. Et Bustron, alors voilà un personnage qui incarne parfaitement la tradition. C'est lui qui, en 1531, va traduire en italien le livre de Jean d'Ibelin, qui est le grand code de loi féodale de la noblesse. C'est lui qui, en 1554, eh bien, veut retrouver les principes d'organisation administrative du XIIIe siècle en rédigeant les ordinés de la Secreta en 1554. Donc, c'est encore Florio Bustron qui va écrire une histoire qui est en fait un récit qui veut rendre à Chypre toute sa noblesse, comme il le dit. Et ce qu'il y a d'extraordinaire dans le travail de Folio Bustron, c'est qu'en fait, il estime qu'au milieu du XVIe siècle, on doit revenir aux traditions du XIIIe siècle. Et ça, à mon avis, c'est tout à fait symptomatique de ce que, pour ma part, j'appelle la fossilisation des traditions féodales à Chypre, qui font qu'en 1535, eh bien, on réactive les lois féodales
des années 1260. C'est-à-dire que quelque part, il y a vraiment une tradition qui demeure aussi bien du côté des Grecs que du côté des Latins. Et c'est pour ça que moi, je ne suis pas du tout surpris que les portails de la Panayodia reprennent les modèles plus anciens de Sainte-Sophie, et tout à fait comme les lois de Chypre en 1535 reprennent les lois des années 1260. On est dans la même configuration intellectuelle, à mon avis. On se réfère à un passé et qu'on réactive, mais c'est aberrant quelque part. Hein. Au milieu du XVIe siècle, garder des lois du milieu du XIIIe siècle, effectivement, il y a une fossilisation, à mon avis, de certains principes au nom de la tradition. Et à mon avis, c'est tout à fait actif. Et c'est vrai que, à mon avis, cette tradition, alors vous avez raison, hein, je suis d'accord avec vous, Thomas, pour dire que finalement, l'église d'Aios Sozomenos symbolise finalement l'aboutissement de cette grande tradition architecturale. Et c'est vrai que Aios Sozomenos, on est sûr maintenant qu'elle a été commanditée par un membre de la famille Singlitico, qui, comme par hasard, avait le fief de Morphou, où il y a la grande église dédiée à Saint Mamas. Et c'est vrai que on voit des traditions se renforcer de tous les côtés, et que la tradition, c'est le grand mot, hein, finalement, qui, à mon avis, résume l'évolution, alors pas seulement culturelle ou architecturale de Chypre, mais aussi l'évolution politique. Hein. Et il faudrait voir, évidemment, les contradictions avec les rapports économiques et sociaux qui bousculent un peu cette tradition. Voilà, je m'arrête. Merci beaucoup pour toutes ces idées qui mènent évidemment beaucoup plus loin que ce que j'ai écrit dans le livre, mais qui le complètent. Alors, je trouve très bien d'évoquer ces événements de 1340 parce que c'est exactement ça qui crée le climat favorable à la création d'une cathédrale grecque déjà de ces dimensions. Alors, si on parle de rivalité entre les Grecs et les Latins, je voulais pas dire que ça n'existe pas du tout, mais je voulais plutôt signaler que je ne crois pas à une confrontation ouverte. C'est ça plutôt. Alors, le climat favorable, donc c'est cette idée un peu économique, un climat d'apaisement dans lequel une rivalité esthétique peut exister sans créer un conflit politique immédiatement. Alors ça, c'était un peu mon idée, donc ces informations additionnelles que ça marche très bien ensemble. C'est un peu la même chose avec la question de Saint Épiphanios. Oui, ça fait du sens que c'est tout un processus de réappropriation. Alors, on a un saint local, même si c'est pas le plus important, mais c'est un saint local. Alors, les lieux, on sait maintenant que les lieux saints, ça joue une rôle très importante. Alors, même si c'est que de la terre, c'est la terre où le saint était mort, où le saint vivait. Donc, on se trouve à cet endroit et évidemment, on veut approprier ce saint, mais là, on a toujours le problème un peu méthodologique que on n'a pas beaucoup de sources sur ce qui se passe de la côté grec avec la vénération d'Épiphanios avant le XVIe siècle. Alors, tout ce que je propose basé sur les les bâtiments, mais même là, j'avoue que c'est 2-3 niveaux d'interprétation qui sont nécessaires. Donc, pour le moment, ça reste une hypothèse
intéressante, mais on peut bien sûr discuter pourquoi est-ce qu'il n'y a aucune source qui mentionne une vénération d'Epiphanios à Famaguste à cet endroit avant le XVIe siècle. Alors ça reste une question un peu ouverte. Mais ça c'est aussi une chose, un jour j'aimerais bien revenir à ce thème avec un article et j'espère ça c'est un moment où on a trouvé d'autres sources historiques pour compléter un peu l'image, mais évidemment ça dépend aussi des trouvailles qu'on va faire, on espère. Quel autre point? Peut-être pour réagir à cette idée de fossilisation, ça c'est évidemment ça marche très bien ensemble, la côté histoire, les lois qui sont maintenues et de l'autre côté l'architecture qui, à mon avis, montre cet intérêt, comme je l'ai décrit un peu, de revenir à cette période un peu stylisée comme la gloire historique de l'île. Et là, je me demandais toujours si c'est pas une question de se distinguer dans l'Empire de Venise. Alors, c'est la Serenissima qui possède beaucoup de terroirs. Et là, alors peut-être vous connaissez des sources qui aident avec cette idée. Si c'est pas que le chypriote était très conscient du fait que l'empire des Lusignan jouait un rôle très important et très particulier au XIVe siècle. Et si c'est pas ce fait à travers lequel on essaie un peu de se distinguer des autres territoires dans la Serenissima. Alors ça, c'est une question verte qu'on peut mettre un peu à discussion à ce point. Oui, je ne sais pas si... Tu m'interromps, Geoffrey, parce que je parle beaucoup, peut-être, non bon, je vais aller très vite. Je pense que si les Chypriotes réactivent les lois féodales au XVIe siècle, c'est pas tellement par rapport à pour avoir une place particulière dans le dominio d'Amar, c'est surtout pour défendre leur fief, leur propriété, leur argent et tout ça. Alors là, je suis très terre à terre. Je ne suis pas certain du tout qu'il y ait une dimension idéologique derrière ou culturelle même. Bon, mais je m'arrête. Ça ne doit pas être une contradiction parce que toute idée, toute idéologie, à la fin, ça sert à maintenir un statut de pouvoir et d'avantages financiers. Alors, je suis bien d'accord avec ça. Merci beaucoup, Gilles. On va laisser la parole à Michalis. Donc, tout d'abord, je voudrais commencer par remercier Geoffrey Mayer-Fernandez de m'avoir invité à participer à ce webinaire. Alors, j'ai choisi de livrer mes commentaires en anglais, dans l'espoir de faciliter un peu la compréhension de la part de notre public, pas forcément francophone. Donc, c'est parti. Now, the truth is, I have discussed this book endlessly with the author, Thomas Kaffenberger, so I will try to avoid, I guess, the obvious questions or the obvious comments. And so this is going to be more of a personal view on things, from the point of view of an architectural historian. So in my view, Thomas' book is in many respects a necessary one, because his research was necessary to produce a clear and functional chronology of architecture in Cyprus in the period under consideration, something that had not really been done before as successfully. In fact, in the earlier literature, scholars often put forward contradictory claims about dates, sometimes seemingly arbitrarily, without citing evidence. So the principal challenge, I think, was recognizing that Cypriot medieval architecture did not follow a linear formal development, as we've heard before from Geoffrey, since it is brimming with retrospective phases that seemingly muddle up the overall picture
at least for the formalist architectural historians. I believe his work has convincingly shown that quoting the past did not mean wallowing in creative stagnation. The book embraces the complexity which had befuddled earlier historical attempts at sorting out the timeline purely by typological or stylistic means. The documentary evidence, of course, being virtually non-existent, as we've heard many times. In doing so, this book is fully conversant with contemporary issues and discussions in Cypriot and broader European art history, and fully up to date in terms of bibliography. The primary methodology employed in Thomas Kaffenberger's work is good old-fashioned Bauforschung, that is building archaeology, based on Western medieval experiences, chiefly European Romanesque architecture, as the author himself freely admits on his book's very last page. This is commendable, I think, for it brings with it a breath of fresh air, sidelining for once the hitherto dominant Byzantinist point of view, conditioned by the training of its practitioners chiefly in Greek academia. Nevertheless, to paraphrase Dorothy's line in The Wizard of Oz, we are not in Byzantium anymore, and thus scholars need to experiment with a variety of different lenses through which to look at this complex cultural heritage. After all, as time wore on, I would argue that Cyprus developed into a medieval kingdom possessive of a strong Byzantine tradition, which is what Thomas Kampfenberger actually says, rather than simply a Greek land ruled by foreigners. For the first time, Thomas has offered detailed chronologies of several buildings for which none existed or none had been published, based on above-ground archaeology, that is the analysis of masonry sutures, molding profiles, sculptural detailing, and so on, a methodology that chimes with that employed for the island's Gothic structures since Camille Onlin. In this way, the two main strands of Cypriot medieval architecture were brought together at last, which is, after all, one of the book's goals. Thomas Kampfenberger, as we already heard, does not believe in a rigid distinction between Gothic and Byzantine. Interesting and illuminating discussions of the very real problem of the use of terms Byzantine, Gothic, and Franco-Byzantine in older scholarship are also a big part of this book. And I have to admit that even today, Gothic is thrown about much more often than I would feel comfortable with, especially when describing small Greek churches in the countryside. As with the architectural history of other regions, labeling styles is becoming a problem. It is hard to employ shorthands anymore. So one ends up listing all the individual ingredients making up a distinctly Cypriot solution. It's also interesting that Franco-Byzantine and other such labels, for example, Anglo-Norman in England, have on the whole been dropped in Europe, or at least are on their way out. For example, instead of Anglo-Norman, I think most scholars today would prefer to use Romanesque, because that would associate this building tradition in England with its counterparts in the rest of Western Europe. On the other hand, we see that in the Latin East, some of these terms continue to be used almost up to the present day because of the perceived friction and conflict between social constituents, which is of course now being revised, not just by Thomas, but also by the work of other scholars. Now, through his discussions in Volume 1, especially his treatment of stylistic analysis, the reader acquires a fairly clear and comprehensive picture of each period of Cypriot late medieval architecture, including the relationship with the urban Latin buildings and ideas and designs imported from abroad, for example, from Rhodes, Venice, perhaps even Crete, etc. As we've already said, this was made possible by intensive study of the church's masonry and sculpture, which resulted in updated chronologies and consequently the study of the processes of alterations, modifications, additions, etc. And of course, the vast majority of the evidence for this new chronology can be found in the entries for individual buildings in the catalogue in Volume 2. By analyzing these chronologies, Thomas actually shows the almost organic development of many buildings through time, with successive transformations
which bestow an almost amoeba-like quality to the architecture. There are no, definite edges to these buildings. And this has been a subject of interest in other quarters as well quite recently. For example, in Naso Chrysochou's work, who's also examining the processes of transformation of these buildings through time. Now, Thomas himself does not follow a teleological model of stylistic development, as the later buildings drew their motifs from an expansive pool of designs from earlier periods. And lots of retrospection entered the fray, not just in the Venetian period, as what one would imagine with the fascination concerning Renaissance, classical forms that is also found, of course, elsewhere in Europe. But also before, there are cases even during the Lusignan period where we do find this retrospection, this interest in the past and its expression in architecture as well as perhaps other arts as well. And of course, Tasos Papakostas also treated this cumulative nature of Cypriot Greek church design in an article of his in 2018. In his narrative, especially in his discussion of what constituted tradition, Thomas believes that it is not possible to employ umbrella interpretations explaining phenomena of visual retrospection, the evocation of the past across the entire spectrum of Greek church building in Cyprus. And the author prefers to devote himself to nuanced discussions of architectural form on a case-by-case basis to supplement the dearth of textual testimony. For instance, according to Thomas, spolia stood generally for antiquity or sanctity, perhaps with no more specific or precise ideological meanings attached, which would anyway rely on the wishes, ambitions, and outlook of individual patrons, for whom hardly anything is known. So I totally agree that, looking at this material from a more detached, perhaps a more general perspective is the way to go, especially when there's no evidence to back up any more precise claims. Thomas' careful exploration of Cypriot identity is based on architectural analysis, of course. Questions are posed, solutions are explored, and pathways are opened, as we've heard earlier during this meeting. Though no definite answers are given, one of the main goals of this book, which, at least in my mind, is not really social history in itself, is to stimulate further research in social history, which would take into account the evidence of church buildings, now made much clearer than ever, thanks to Thomas Kaffenberger's work. So aside from these, general comments, I'm going to ask a couple of questions. One of my questions was actually asked by Gilles Griveaux, I think, sort of. I mean, it's not exactly the same question, but it's very close. And the question, of course, has to do with the Troodos churches, the timber roof churches in the Troodos mountain region, which were left out, according to Thomas, because they did not serve the purpose of the book as it was written. So at least that's how I understand it. And of course, he's right in saying that, he's already written about 300 churches in his book, adding another 130. I mean, okay, it's not 130, but, quite a large number of new buildings would have been, if not impossible, it would have been certainly very cumbersome. But I would like us to come back to these churches, perhaps out of personal curiosity. And, it seems as if these churches were excluded for being typologically and technically very different from the rest of the island's ecclesiastical edifices. What exactly would happen to the bigger picture if we actually reinstated those churches, within the context of the rest of the island? It has been said several times, especially by George Jeffrey, that these buildings are unarchitectural, very plain,
without much sculpture ornament and so on. One could almost say that it is the technique and the materials that are driving architectural design in this case, rather than fashion or ideology, etc. So it seems as if from the 13th century to well, the 19th century, you get this sort of timeless architecture, an architecture that doesn't change all that much through the centuries. And I was wondering, how would that affect our view of tradition and identity, the patterns that are seen in the rest of the island? Do we imagine these mountain communities who erected and used these edifices to have experienced and conceptualized time differently than their compatriots in the urban centers or the plains? I don't know, Thomas, would you like to weigh in? It's of course, again, as I said before, an interesting question, and my choice to leave these churches out, of course, was based on the knowledge I had when the whole process started many years ago when I started my work. I was wondering now while you were talking if I would have made the same choice starting the same project with the knowledge I have now, and with let's say, the atmosphere of current scholarship around, because of course questions like landscape and topographies become much more important recently. I just came back from Georgia, where we visited the mountain region of Svaneti, where in an interesting way, something not so different happens, that the architectural developments are completely not parallel to what happens in the more accessible lowlands, but there are always points of contact. And also in historiography, something similar happens, that nobody really studied these churches because they were perceived as unarchitectural, full of interesting paintings and icons, which have all been studied to a certain extent, but not the architecture because not interesting. So now, after you said that, I'm wondering if that's not actually a topic worth exploring, to which extent these just the circumstances of the landscape around, of the detachment, simply of how often did people go from the Troodos to the cities, and vice versa? Who was going up there? To which extent did the nobility frequent these areas? To which extent did the king have an interest? Of course, in Cyprus, that's just like in that Trojan region, we know that there is a lot of interest of the king to also keep these areas his, to make it very plain. Yeah, I cannot produce anything but open more questions, I guess. But I agree that it would be worth to start again and have a new look at these buildings as something that is extremely particular. And of course, things that are extremely particular are always interesting to identify patterns also in society. And if you say timeless, yeah, that's another question. I did not look into questions of dating the timber roof churches, so I think that would have to be, again, the first step to reevaluate the datings, especially for those that don't have paintings. They usually float somewhere, the ones with paintings before 1571, the others all 18th century. To which extent can that be held up? Are there maybe specific techniques that help to date them? And then we could start talking about traditions and at which points they might change or might be maintained. Yeah, and then another factor of landscape and climate, of course, that plays into this. To which extent is it pragmatic reasons for maintaining this specific type of building, which was introduced in the first place to take into account the rather rough weather conditions, it seems, to put a steep roof over a building so that the snow would not sit. Or, I mean,
that's of course also a very generalized view of the situation, and I don't know how much snow there is in Aracapas, for example, to justify building a pitched roof there. But at least in the higher mountains, that might well be a reason. Just like in Georgia and Svaneti, there are no domes in that region, which probably would have fared less well than pitched roofs under the lot of snow. Marios Pelekanos, who I think is somewhere in the audience, has proposed that perhaps the roofs also had another function. They also function against earthquakes, to prevent the structural damage to the building and so on. But of course, in this case, one would wonder, why do we always find them? Do we find these roofs up there and not in the plains, where you'd also have earthquakes, of course. But it's an interesting corpus of monuments, and they would definitely, I think they would definitely profit from more, from deeper investigation and so on. And you did mention paintings now, which is also a question I had. I mean, the question comes from, it's really a methodological question, and it concerns using paintings as a crutch for dating, really, which is what we've been talking about. And it's one of the methodological tools that one has to use when there's no documentary evidence. All you have is the masonry, the sculpture, the dates of better dated monuments, such as some of the Latin churches, for example, which may be comparable to some of your buildings at least. And then there's the evidence of wall paintings, which always, I have to say, kind of scares me in a way, because there's really no reliable general overview of Cypriot medieval painting. Certainly not to the standard that's set by this book, by your book. I mean, the surveys we actually have now, such as the Stylianous, for example, are not comprehensive. Now they feel, very dated. And there's a large number of neurocycles, especially beyond the Troodos, which remain unpublished. So, I guess until we have a summa like, your book for mural painting, in which styles will be carefully examined and sorted out, and frescoes, would be treated, the same way as buildings in your book, then, I would think that, using paintings as dating evidence should be done with extreme care, especially in the absence of inscriptions, etc. So I was wondering, while you were working on this material, how often did you have to use painting as a crutch? And did you run into problems trying to reconcile the architectural evidence, what your eyes could tell you, with that cull from painting, which was studied, of course, by other scholars? Yeah, you put your finger on a sore spot there. That, of course, one of the reasons why I included, or at least mentioned in the catalog, if there was a painted decoration, is, of course, that in the long run, it might help to date the building better, at least in the form of a terminus antiquem. Many of the unpublished paintings I tried to date simply, and that's not ideal if an architectural historian with limited experience in dating paintings tries to do that. Of course, I also talked to colleagues in cases that were more important for defining a chronology. So I made sure to at least ask the right people for the more important cases. But I think as soon as we at least know which century we're talking about with the paintings, this is already helpful. Because with all the detailed work I did in my book, we're still rarely talking about dating a building to a specific decade, or what you're of course more used to with the Gothic buildings, where it's perhaps easier to follow on this
smaller scale level development. So I was usually glad if I could rule out that the church was built 200 years later than I had assumed, or something like that. Of course, it's a methodological problem to sometimes use paintings and sometimes not use them, in the sense that if there was a case where the paintings wouldn't fit as an architectural historian, one would be inclined to say, oh, they're just retrospective or they're bad quality or something like that. So of course, that I cannot exclude that in the 260 buildings that has happened to me as well at one point, that I did not look at the painting evidence enough. And in the future, somebody looks at the paintings more closely and says, okay, this can't work. The church is actually older. But I'm looking forward to that, quite frankly, because even if it proves me wrong, it means that we have a more precise result at that point. So just to tell also the audience, if you can prove a point of mine wrong, I'm usually glad about it because it's new evidence. Yeah, I cannot say much more to that. We tried in that article evoked by Geoffrey in the beginning to really do that kind of exemplary study on one building that was not particularly central to the study of Cypriot art. A completely average countryside church with not spectacular remains of paintings of the 16th century, but we went together, had one expert for paintings, Manuela Studer. I worked on architecture and funerals, and we also included the point of preservation. So we really tried to go all the way on that one building to show what can be done if several people work together on one monument. Of course, you cannot do that just for time reasons on all monuments. But it would be worth to do for some of the less known monuments that have painted decorations preserved. I recall the Panagia in Plastio, I think, which we visited together many years ago, where we have paintings of, I think, 3 different phases that are neither well published nor well dated, and at least 4 architectural phases. So this would be like one of the first buildings if I had unlimited resources and people to pull together to start a study like that again. But yeah, in the end, I think methodologically I would include paintings because once you can date them, it's of course helpful for the architecture as well. I was just curious whether you had come across problems, trying to reconcile this, because, I think we've all come to, we've all been confronted with something like that, I probably did, but I cannot recall right now. Anyway, well, I can probably tell you in a few weeks when I find something like that again. Okay, thank you. Geoffrey, I'm not sure how we're doing for time, if I have time for any more questions or you'd like us to... Can I go on? Yes, with one question. Okay, all right, thank you. All right, so again, I'm coming back to the intro of the book, to the introduction, and you say over there that you are not going to embark on lengthy comparison with other areas of the Latin East, such as Crete or Rhodes, because of course that would have exceeded the scope of the present project, and of course that makes total sense. But it would be interesting to speculate on how Cyprus differs from these other places in terms of the design of Greek churches. I mean, in much of your book, you sort of lionize St. George of the Greeks as a veritable fountainhead of formal and functional solutions adopted in later Cypriot churches. This is a major monument that sort of reverberates both stylistically and in some cases functionally, especially concerning
the setup for cultic activity, for example. You know, if that's true for Cyprus, then, you know, the role of bishoprics and cathedrals like St. George of the Greeks in the shaping of Cypriot Greek architecture is thought to be so great, then, you know, what happens in those cases where you don't have such institutions and buildings? Crete, for example, has no Greek bishops or cathedrals, yet we do find, you know, Venetian Gothic and Atlantic accents on the portals and apse windows of many rural churches. And this was shown very well in Olga Gratius and Maria Vakondiou's recent book on the Cretan sculpture. And I was wondering, you know, what's going on there? Do we have other foundations, like, you know, powerful monasteries, for example, who would play the same role as that of St. George of the Greeks, for example? And, you know, could we speak of the same sort of patterns of traditional identity in Crete, Rhodes, and so on? I know you didn't talk about this in your book, but I know you've traveled to these places and you've seen the churches, you've read some of the literature, and I was wondering whether you have any thoughts on that issue. First of all, I have actually not been to Crete. I have to admit to my shame that it never happened. But of course, I know the books and the pictures of the churches you mentioned. It's a very good question, because I think what is similar is this sort of amalgamation that leads to a new local standard, completely detached from the origins of these forms. So I don't think that in the 16th century, when somebody builds a church in the Cypriot countryside, they're overly conscious of employing patterns that go back to the Latin cathedral of 200 years earlier, or such. And I think that's perhaps a parallel to what happens in Crete, for example. Other than that, I'm not sure how the dynamics really, how it starts, this process of integrating such elements into the local customs. If it's purely driven by a combination of available masons and local patrons' taste. The very plain thing of, oh, that's nice, I want that as well. Or if there is any further level of appropriation, like I think in Cyprus it happens at least in the first phase, with looking to the big cathedral, even if that, of course, is also at the bottom something that's probably triggered by seeing something splendid and being inspired to create something splendid on a smaller scale as well. So I'm not sure. In both cases, Crete and Rhodes, I don't think there are big Greek buildings that we know of that are lost. So the evidence should be there. So I think it really goes through, again, through very individual channels until it sort of becomes a trend, and a trend becomes the standard again then for the next generation. And probably then, if looking at it more carefully, at least for the case of Crete, that's of course an endeavor that with a number of churches there would take half a lifetime to really systematically go through all 1,200 of them. But for Rhodes, perhaps it could be done to just do the same exercise, and to see if also there it sort of solidifies and gets extremely retrospective at some point. Even if there, I think the incursions of new elements are much more restricted to the urban area. If I remember right, I haven't found more than a handful of churches that work in the way like the Cypriot countryside churches, with a portal here and a window frame there. The rest remains very faithful to buildings that were built before the 14th century. So maybe it's even less evident in Rhodes, but or
more of a question of urban versus rural in Rhodes. But that's just spoken out of the memory of what I looked at back then during the research. All right, thank you. Fantastic. No more questions for now. Merci beaucoup, Michalis. Je vais être un peu plus court pour laisser du temps pour la discussion avec les personnes connectées. Avant de poser une question, je veux juste rappeler que l'apport justement du travail de Thomas à nos connaissances de la peinture. Tu as évoqué, Michalis en a parlé aussi, des peintures qui peuvent dater des monuments, mais ton ouvrage peut aussi, l'architecture peut aider à dater des peintures. Je pense notamment à l'église de Aios Andronikos à Léopétrie, où on a des peintures. Tu dates le monument après 1350, ce qui permet aussi d'avoir une idée de datation pour les peintures. Parce que les peintures, on n'a pas d'inscription de date. Aussi, je voudrais aussi souligner le fait que dans ton catalogue, Michalis aussi en a parlé, il y a beaucoup de décors peints inédits dans les églises que tu mentionnes et qui, en fait, ça représente un nouveau matériel pour la recherche qui demande maintenant à être traité de manière exhaustive. Et effectivement, le guide de Stylianou est dépassé depuis un moment déjà. Alors, avant de reparler des églises du Troodos, parce que vient en reparler aussi, je voudrais parler de l'inscription en syriaque qui a été redécouverte dans l'église des Saint-Pierre et Paul de Famagouste. J'ai mis une image pour voilà, des personnes qui l'ont pas encore vue, pour les personnes connectées. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette inscription qui a été redécouverte? Est-ce qu'il s'agit d'une inscription peinte ou d'un graffito? Est-ce qu'il fait partie de la composition en esquisse des 40 matières de Sébaste qui est aussi conservée dans le monument? Voilà. D'abord, je dois dire que c'était Michele Bacci qui l'a redécouvert. Alors, je me base complètement sur ce qu'il a dit, parce qu'il a aussi demandé à quelqu'un qui lit le syriaque de traduire ce qui est écrit, etc. En ce qui concerne ta question sur la chronologie et la phase de mise en place de cette inscription, à mon avis, on peut être sûr que c'est contemporain à la couche principale imitant des pierres qu'on voit sur ce photo un peu autour. C'est un plâtre et c'est un peu étrange peut-être qu'on a un plâtre sur les pierres assez bien travaillé qui imite après des pierres de taille. Alors, dans quelle phase est-ce que c'est mis là? On a plusieurs options. Ça peut être tardif et juste inclure une date qui était considérée comme la date de fondation. Alors, une mise rétrospective de cette inscription, ça peut être une inscription qui mentionne la date d'inauguration. C'est incomplète. Alors, on a juste l'information était finie dans l'année 1300, je sais pas, 63, je crois. Alors, cette inscription, évidemment, c'est un indice, mais un indice assez problématique. En ce qui concerne les 40 martyrs, c'est évidemment, on sait, c'est le dernier fragment de peinture parce que c'était caché derrière les installations de mosquées qui étaient mises là après 1571. Je me rappelle pas, j'avoue, si c'est pas une esquisse, c'est vraiment la première couche de peinture qui est restée. Si ça couvre un fragment de ce plâtre qui imite les pierres ou si on voit si c'est la même couche,
Je le doute parce que tout autour, il reste pas de plâtre, si je me rappelle bien, que c'était tout enlevé. Et cette inscription se trouve vraiment, vraiment haut, à la base des voûtes, alors dans une région où évidemment, c'est resté un peu mieux. Donc, je crois que je peux pas vraiment répondre à ta question. Je peux juste confirmer que c'est une chose très intéressante et que, à mon avis, cette inscription a été faite comme une sorte de graffito de la même technique que les joints artificiels mis dans cette couche de plâtre. Alors là, je suis presque sûr que c'était fait au même moment aussi parce que normalement, ces joints artificiels suivent les joints existants derrière pour la plupart, sauf là où cette inscription couvre deux pierres de taille. Alors, il manque le joint vertical au milieu. Au lieu, on a cette inscription. Donc là, c'est fait exprès, c'est fait au même moment et c'est pas juste un graffito tardif, mais c'était pensé comme une inscription. Mais c'est juste à ce point-là que je peux dire quelque chose parce que aussi on n'était jamais là en haut. Alors on peut pas mettre des échafaudages. Où il y avait des échafaudages, mais de 3 mètres, mais là, on est vraiment dans les voûtes, alors il faut attendre un peu le moment qu'une restauration complète sera possible, et à ce moment-là, on peut aussi regarder de tout proche qu'est-ce que c'est cette inscription. C'est tout à fait fascinant parce que ça apporte aussi un nouveau matériel sur la commande de peinture réalisée par des chrétiens orientaux à Chypre. C'est vrai que les exemples de peinture elles-mêmes sont très rares. Donc c'est un nouveau matériel assez important. J'avais Là, il faut se demander, parce que tu mentionnes peinture, est-ce que c'est pas contradictoire d'une certaine manière d'avoir cette couche de plâtre très nette avec les joints et de déjà penser à une décoration peinte? Évidemment, le problème méthodologique est là, dans quelle partie de l'église on l'a. Peut-être ils ont voulu décorer la partie basse avec des scènes narratives et la partie haute. On fait ce faux appareil, disons. Mais ça, c'est aussi une question qui reste un peu ouverte. Mais une inscription en syriaque datée, c'est quelque chose je crois, il me semble unique à Chypre. Donc, ça mérite d'être souligné. On a juste les inscriptions syriaques dans l'église Saint-Georges, l'Exorine, oui. mais pas datée. Non, pas datée, non. Je vais revenir sur les églises du Troodos et sur en fait, la réintroduction du bois que tu montres dans l'architecture de Chypre après la conquête franque de 1191. Tu rappelles qu'il y a eu une utilisation de bois dans l'architecture bien avant, durant l'Antiquité tardive. Tu mentionnes la basilique de Soli. Et cette utilisation du bois semble s'arrêter à l'époque byzantine pour être où on privilégie les matériaux de construction qui sans doute pour éviter les incendies. Et je me demande s'il y avait pourquoi réintroduire le bois à l'époque franque? Est-ce qu'il s'agit d'une ressource qui a été exploitée par les Lusignan pour qu'il y ait une réintroduction du bois, on reconstruit avec des édifices avec des toitures en bois. Est-ce que c'est en rapport avec le fait que le bois est exploité pour les navires de Famagouste. Également, on a quelques patronages francs dans les églises du Troodos, et les francs utilisent du bois.
on a l'icône de Cacopétria, avec le chevalier franc, on a le plafond de l'église de Cagliana, et on a le templon de Kalopanayotis. Donc, les francs, pour leur commande, pour un certain nombre de commandes picturales, destinées à des églises du Troodos, utilisent cette ressource. Donc, ma question, est-ce qu'il y a, à ton avis, un rapport entre l'exploitation des ressources faites par les francs et la réintroduction du bois dans les églises du Troodos? Assez proche là, cette discussion qu'on a commencé avant déjà. Alors, pourquoi les églises du Troodos ont cette apparence complètement différente? Alors, à mon avis, déjà au début, il faut penser un peu des raisons pragmatiques. Quel matériel est localement accessible, parce que le transport était un problème bien plus grand au Moyen Âge qu'aujourd'hui. Alors, d'abord, on utilise ce qu'on a. Alors, pour moi, l'exemple le plus joli, c'est la Panagia Tucinti, où on a vraiment une architecture qui utilise les pierres trouvées dans la rivière juste à côté, même si c'est une architecture élevée niveau élaboration du décor. Alors, pourquoi utiliser le bois dans la Mesa Aurea où il n'y a pas forcément des forêts? Mais si on aurait voulu utiliser du bois, évidemment, ça aurait été possible. Ça c'est vrai. On a quelques utilisations du bois dans les porches. Alors, pour la plupart, c'est détruit, mais on a les traces des toits, des petits toits pour une porche devant une église, etc. Alors là, on ne va pas commencer avec des grandes voûtes. Alors là aussi, la question, est-ce que c'est parce que pour ce type de toiture, on n'a pas besoin de beaucoup de bois, alors c'est beaucoup plus facile de le trouver, ou bon, alors ça c'est un peu la côté pratique. Côté exploitation, alors là, je suis pas assez expert de l'économie dans cette période. Alors, à quel moment est-ce qu'on peut parler d'une exploitation du bois, ou est-ce que c'est forcément nécessaire d'avoir une exploitation organisée pour couper quelques arbres? Alors ça, évidemment, on a besoin d'outils, mais est-ce qu'ils n'existent pas pendant la période byzantine, ou est-ce qu'on fait le choix de ne pas les utiliser pour ce but? C'est vrai qu'on a même des sources assez intéressantes connues depuis des décades sur les constructions des bateaux. On sait qu'il y a les ouvriers bien éduqués dans le métier qui viennent de l'Espagne, un peu de partout pour construire les navires. Donc, oui, il y a du know-how qui arrive à Chypre. Mais est-ce que ça veut dire que sur Chypre, il y avait personne qui savait construire avec le bois avant? Alors, ça retourne à ce point de départ. Est-ce qu'on fait le choix de ne pas le faire, ou est-ce qu'on ne le savait plus? À ce moment-là, je ne peux pas répondre ça et je ne veux pas forcément donner une réponse d'une direction ou dans l'autre. Mais je crois que c'est étroitement lié aux questions évoquées avant. Alors, pourquoi on a cette tradition un peu séparée dans le Troodos? Alors, ça, c'est un des facteurs qu'il faut discuter dans ce projet futur fictif sur les églises de Troodos. Alors, peut-être quelqu'un, un doctorant futur qui aimerait travailler sur ça. Je crois que ça, c'est un bon projet. Pour 3 ans. Mais ça, c'est une des questions à ouais, approfondir clairement. Mais c'est vrai que pour le reste de l'île, le bois joue un rôle un peu subordonné. Et ouais, peut-être
c'est aussi une question d'hiérarchie, de prestige dans ces régions. Alors ça, c'est aussi quelque chose qui peut évidemment changer d'une région à l'autre. Ce qui est prestigieux à Famagusta ne doit pas être forcément prestigieux dans un village du Troodos où l'horizon visuel est simplement différent. Alors, ouais, tu vois, je te donne plus de questions que réponses, mais peut-être à travers les questions, on arrive quelque part. Oui. Je me demande aussi si c'est un état de la conservation. C'est-à-dire que c'est vrai que dans le Troodos, on a des églises la plupart du temps très bien conservées, puisqu'elles sont restées églises, enfin, beaucoup sont restées églises. Dans les villes, on a eu beaucoup de destruction, on a eu enfin, les, les conquêtes, les guerres ont peut-être eu plus d'impact sur sur les cités. Je me demande si le bois n'était pas aussi utilisé en ville pour des bâtiments peut-être moins prestigieux, pour des portiques, pour des marchés, pour des halles, comme on peut avoir dans ailleurs d'ailleurs en Orient, comme à Rhodes. À Rhodes, on a des plafonds peints encore conservés, des choses qui ne sont plus conservées dans les villes chypriotes, ou encore des portiques comme on peut avoir à Venise, des choses qui ont totalement disparu à Chypre. Et du coup, on a cette séparation nette entre le Troodos et le reste de l'île, où les bâtiments ont été, en bois en tout cas, ont disparu. Là, je crois qu'on parle aussi des catégories différentes de bâtiments. Alors, les bâtiments non églises, disons, alors tous les autres, on a quelques exemples où, bien sûr, il y a des plafonds en bois. Alors, ça, c'est une bonne question. Pourquoi est-ce que c'était pas tellement important là d'avoir des voûtes? Peut-être parce que c'était plus compliqué de faire des voûtes sur plusieurs étages sans construire un véritable château. C'est aussi une question de l'ampleur des murs qui est nécessaire pour mettre des voûtes. Alors, de nouveau, question pragmatique, ou est-ce que ça a quelque chose à faire avec de nouveau les catégories et ce qu'on considère apte pour une tâche d'architecture. Alors ça c'est méthodologiquement, ça c'est plutôt une question de l'architecture du XXe siècle qu'on parle des catégories d'architecture et on a toujours l'expression qui est apte pour quelque chose, mais peut-être on peut aussi penser à ça pour le Moyen Âge, que ce qui est prestigieux ou esthétiquement désiré pour une église ne doit pas être la même chose pour une halle de marché. Évidemment, à Chypre, alors je pense qu'on n'a aucune trace d'un bâtiment comme ça, même archéologiquement, ou je ne sais pas, à Nicosie, s'il y a peut-être des fouilles récentes que je ne connais pas. Mais là, il y a évidemment un grand trou dans notre connaissance. À part de ça, si tu parles de portique, oui, c'est ça que j'adressais. Alors, l'église Saint-Mamas à Sotira, par exemple, il y avait certainement une petite porche autour avec quelques arcs en pierre et après un toit en bois. Et c'est juste un exemple de beaucoup, mais d'abord, c'est dur à dire quand c'était construit. Et on a souvent l'impression que c'est pas très organique. À ce côté-là, probablement, c'était construit avec l'Église, mais dans d'autres cas, c'était tardivement rajouté. Et là, peut-être c'est plutôt que l'architecture domestique locale
trouve un reflet sur ces rajouts aux églises, mais c'est tout un thème non exploré, dirais-je, ou c'est exploré, mais pas jusqu'au même niveau que l'architecture sacrale, et ça, c'est un problème général, je crois, dans tous les pays, que l'intérêt à l'architecture sacrale est toujours un peu plus grand que pour l'architecture disons, les habitations simples. Les châteaux, ça va toujours, mais qui parle des maisons simples? Alors là, il y a toujours un peu ce décalage de connaissances. Merci beaucoup, Thomas. Je vois que le temps file, donc on va passer directement à la discussion commune en invitant les personnes connectées à poser leurs questions dans le chat. Et en attendant, on peut aussi parler entre nous. J'avais cette question sur les emblèmes héraldiques à Saint-Georges-des-Grecs. Très intéressant, que tu identifies à des patrons grecs, riches patrons grecs de Famagouste. Et je me demandais, parce que ça pose aussi la question de l'adoption de l'héraldique par les Grecs. Quelque chose qu'on peut voir aussi en Crète vénitienne, par exemple, par la famille Kalergis, qui utilise des armoiries, qui les font représenter sur les façades de leur église et à l'intérieur dans leur décor peint. Et je me demandais si, quel rapport les Grecs avaient avec les armoiries, à partir de quand les familles grecques adoptent les emblèmes héraldiques, et aussi il y a cette question de représentation de personnages tenant des armoiries, souvent des écus, armoriés, et dans les scènes narratives religieuses, où c'est souvent des personnages mauvais, comme des bourreaux dans des représentations de scènes de martyrs d'un saint, Saint-Georges par exemple, ou encore dans la crucifixion du Christ, où souvent on a des soldats qui portent des blasons armoriés à partir du XIIIe siècle. Et donc, on a une sorte de différence entre des Grecs riches, commanditaires, qui adoptent les emblèmes héraldiques, et pratiquement au même moment, dans des églises rurales, on a des emblèmes héraldiques qui sont là pour identifier des personnes mauvaises. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction? Voilà, c'est une question que je me pose. Évidemment, c'est une identification un peu hasardeuse que j'ai fait là avec d'attribuer ces armoiries à des familles riches grecques. Je ne peux pas le prouver. C'est juste, on a ces 3-4 clés de voûte avec des armoiries pas connues d'un contexte différent. Alors, ça sont deux entre eux sont absolument uniques. Et il y a un qui ressemble un peu l'armoirie adoptée par les paléologues, mais très vaguement. Mais ça, c'est pour moi un argument de croire que c'est peut-être une inspiration de suivre cet exemple un peu sur un niveau plus haut, de se permettre d'adopter cet élément de la culture franque, disons. C'est aussi, on retourne à cette question du moment où c'est possible. Alors, de nouveau, on est là au milieu du XIVe siècle, alors peut-être un moment où tout va.
c'est évidemment aussi un peu un concept peut-être trop inventé, mais pour moi, c'est dans ce cas aussi une différence peut-être entre les expériences individuelles des gens qui vivent cette réalité de Famagouste au milieu du XIVe siècle qui doit être une réalité complètement différente de toutes les autres réalités à ce moment-là dans d'autres régions du Méditerranée. Alors, une situation dans laquelle on peut être à la fois grec, mais aussi intégré d'une certaine manière avec ces projets de marchandises ou dans des contextes complètement différents sociaux. Alors des cercles, moi je parle des identités individuelles et comment traduire en français, individual and group identities. Alors, les identités de groupe. Alors, chacun a son identité individuelle qui appartient à plusieurs identités de groupe. Alors là, pour moi, ça c'est la raison pourquoi ça pourrait être possible d'adopter des armoiries, même si dans les autres contextes, on est censé d'identifier cet emblème comme un signe de l'ennemi, disons. L'autre question qu'il faudrait peut-être regarder dans ce contexte, c'est évidemment, est-ce que c'est pas que la nature un peu hors le temps des peintures, alors ça sont scènes qui sont pas basées dans la réalité actuelle, mais c'est quelque chose hors le temps. Alors, jusqu'à quel niveau est-ce qu'on peut parler d'un réflexe, d'une réflexion de la réalité actuelle? Mais là, c'est plutôt toi qui dois le répondre parce que ça c'est pour les experts de peinture. C'est juste un problème méthodologique que je vois un peu d'avoir des lignes trop directes de l'utilisation d'un élément dans les peintures et l'utilisation du même élément dans la société actuelle. Même plus que, je ne sais pas comment c'est dans les peintures de Chypre à ce moment, ou même les peintures de Famagouste à ce moment. Alors là, il faudrait regarder si on a des exemples sur place. Parce que, alors, c'est très rare dans les églises grecques qu'on trouve dehors les villes des petites armoiries, mais normalement, on trouve peut-être un peu les aigles de l'église, etc. Il y a peut-être 5 exemples, mais c'est vrai que je vais pas regarder qui porte peut-être, je sais pas, des armes avec une petite armoirie dans des scènes de la crucifixion ou quelque chose comme ça. Alors là, il faudrait juste regarder si à Chypre, on trouve des exemples comme tu les mentionnes pour Crète. Oui, évidemment, ça mérite d'être approfondi, mais je vois pas forcément une contradiction. Oui, oui, tout à fait, je suis tout à fait d'accord. À Chypre, les exemples en peinture sont beaucoup moins nombreux qu'en Crète. En Crète, on a vraiment une concentration d'armoiries. Et pour Chypre, il y a l'exemple de Moutoulas, qui est d'ailleurs très abîmé sur le bouclier de Saint-Longin, où on avait un aigle représenté dessus. Mais c'est souvent des armoiries c'est des armoiries inventées, imaginaires, qui souvent reflètent aussi l'identité du personnage représenté, c'est-à-dire qu'on va avoir des armoiries. On a aussi dans les manuscrits, déjà dans les manuscrits de Terre Sainte, où on a des armoiries, un scorpion pour représenter quelqu'un de vil, de mauvais. On va représenter un animal mauvais sur les armoiries. Mais ce qui est intéressant aussi dans le cas des peintures, c'est que dans une même église, on peut avoir un personnage mauvais qui porte une armoirie imaginaire et le saint qui va porter sur son bouclier une croix.
Donc, on a cette double dimension, c'est-à-dire que les personnes qui regardaient ces peintures étaient peut-être familières avec l'utilisation des armoiries et qu'elles savaient que telle armoirie bonne, la croix, allait au saint et l'armoirie avec un personnage plutôt mauvais allait au méchant, en fait. Je me pose cette question. En tout cas, c'est quelque chose qui, le problème de l'héraldique à Byzance en général, c'est quelque chose de très complexe et dans les États latins d'Orient aussi. Et à Chypre, c'est quelque chose qui mériterait d'être aussi étudié du point de vue des Grecs. Les emblèmes héraldiques ont été la plupart du temps étudiés du point de vue des Latins et seulement des Latins. Mais l'usage des armoiries par les Grecs mériterait d'être vraiment approfondi, je pense. Et avec une... Des sources, on n'a pas d'inventaire ça manque un peu des inventaires des familles qui portent ces armoiries. Alors là, je crois que c'est juste, c'est dur de trouver un peu la clé herméneutique pour commencer avec ça. Mais ce que tu dis, je crois que ça montre même qu'il n'y a pas de contradiction euh, si le scorpion est utilisé pour quelqu'un de mauvais. Ça montre que le concept des armoiries parlantes est bien là déjà. Alors, ça pose aucun problème de choisir un motif considéré comme positif. Ça va pas. Alors, ou le croix, si tu dis que le croix sur une armoirie, ça c'est pour les saints. Alors, si on fait le choix pour revenir à Saint-Georges, alors ce symbole inventé qui ressemble vaguement l'emblème des paléologues avec un petit croix au-dessus, oui, c'est un statement même, si on fait le choix de ça. Et on est conscient que les armoiries